Je m'appelle Julia Morrison et j'ai 28 ans. Le garage sentait toujours l'huile de moteur et les vieux pots de peinture de mon père quand ma mère y a installé une chaise pliante pour moi ce matin de Thanksgiving. Elle n'a même pas cherché à adoucir la chose. Elle a simplement transporté mon assiette, ma fourchette, ma petite serviette en tissu à travers la porte de la cuisine et les a posées sur une table de bridge juste à côté de la boîte à outils de mon père avant de prononcer une phrase que je n'oublierai jamais. Le nouveau copain de ta sœur a besoin de ta place. C'était tout. Aucune excuse, aucune explication au-delà de cette seule phrase, comme si j'étais moi-même une chaise pliante qu'on pouvait déplacer dès qu'une personne plus importante avait besoin d'espace. Je suis restée plantée sur le pas de la porte un instant, attendant que quelqu'un éclate de rire, dise que c'était une blague, me dise de venir m'asseoir à la vraie table, celle avec la vraie nappe et les vraies bougies. Personne ne l'a fait. Ma sœur Anata n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Ma mère est retournée à l'intérieur comme si elle venait simplement de déplacer un centre de table. Alors, je me suis assise dans le garage. J'ai mangé ma dinde dans une assiette en carton posée sur mes genoux, à côté d'un panneau perforé couvert de clés à molette et d'un râteau appuyé contre le mur, écoutant les rires étouffés et le tintement des verres à travers la porte. Je me suis dit que ce n'était pas la première fois que cette famille me faisait sentir comme une pensée secondaire et que ce ne serait probablement pas la dernière. Depuis la mort de mon grand-père, 8 mois plus tôt, quelque chose avait changé dans la façon dont ma mère me regardait, comme si elle évaluait sans cesse si je méritais encore une place dans sa maison. J'ai mâché lentement, les yeux fixés sur le béton fissuré du sol, et je me suis fait une promesse. Ce serait le dernier Thanksgiving où je laisserais quiconque me traiter ainsi. Je ne savais pas encore à quel point cette promesse allait être mise à l'épreuve, ni à quel point le moment choisi par le destin serait étrange. Quand je suis enfin rentrée chercher une deuxième part de farce, la salle à manger est devenue silencieuse d'une manière qui, sur le coup, ne faisait aucun sens. J'ai marché devant la table en direction de la cuisine sans regarder personne, encore accrochée à cette blessure tenace du garage. Puis je l'ai senti. Le copain m'a regardé et sa fourchette est tombée bruyamment dans son assiette. Ce n'était pas un petit bruit, assez fort pour faire sursauter ma tante et faire vaciller la saucière. Je me suis retournée pour voir ce qui se passait, et c'est là que j'ai vu son visage. Il était devenu complètement blême, comme si tout son sang s'était vidé d'un coup. Ses yeux, écarquillés, presque terrifiés, étaient rivés sur moi, comme s'il venait de voir quelque chose qu'il redoutait par-dessus tout. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, pas complètement, pas en une fraction de seconde, mais quelque chose en moi s'est noué quand même. Une vieille inquiétude familière remontait avant même que mon cerveau ne rattrape mon instinct. Ma mère, aussi indifférente que d'habitude à tout ce qui ne la concernait pas directement, s'est penchée vers lui avec un petit sourire curieux. « Vous vous connaissez tous les deux ?» a-t-elle commencé à demander, et j'ai vu sa main bouger avant même qu'elle ait fini sa phrase. Il ne cherchait pas sa serviette. Il cherchait son manteau, resté posé sur le dossier de sa chaise pendant tout le repas, comme si une partie de lui s'était préparée à fuir bien avant cet instant. Sa chaise a raclé le parquet quand il s'est levé brusquement, marmonnant quelque chose sur le besoin de prendre l'air, sur son téléphone qui vibrait, sur une urgence professionnelle qui, de toute évidence, n'existait pas. Ranata a saisi son bras, déconcerté, lui demandant ce qui n'allait pas, mais il refusait de la regarder. Il ne regardait que moi pendant une longue et terrible seconde. Et dans cette seconde, j'ai enfin reconnu son visage. Ça m'a frappé comme de l'eau glacée dans le dos. Je savais exactement qui il était et exactement pourquoi il avait l'air d'avoir vu un fantôme. La pièce continuait de parler autour de moi, de poser des questions, de tourner dans la confusion, mais je n'entendais que mon propre cœur battre dans mes oreilles tandis que 3 années de souvenirs me revenaient d'un coup. Des souvenirs que j'avais mis longtemps à enterrer. La voix de ma mère semblait lointaine désormais, posant toujours sa question inachevée, attendant toujours une réponse que personne dans cette pièce n'était prêt à donner. Je suis restée figée dans l'embrasure entre la cuisine et la salle à manger, une assiette vide encore à la main, regardant un homme adulte pratiquement s'enfuir en courant vers la porte d'entrée de la maison de mes parents, un jour de Thanksgiving, laissant ma sœur confuse et humiliée devant toute la famille. Personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Personne, sauf moi et peut-être lui.
Ce qu'aucun de nous ne comprenait encore, pas même moi, c'est que cette collision autour de la table du dîner était sur le point de déclencher quelque chose de bien plus grand qu'une réunion gênante, quelque chose directement lié à la fortune de mon grand-père et à un secret que ma propre mère gardait depuis 8 mois sans m'en dire un seul mot. J'ai posé mon assiette sur le comptoir, les mains légèrement tremblantes, et j'ai suivi le bruit de la porte d'entrée qui claquait. Par la fenêtre, je l'ai regardé pratiquement courir vers sa voiture, ratant 2 fois la serrure avant de réussir à ouvrir la portière. Ranata est passé devant moi en trombe, exigeant de savoir ce que je lui avais fait pour qu'il s'enfuit ainsi, sa voix craquant entre colère et humiliation. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais trop occupée à assembler les morceaux dans ma tête, des morceaux restés éparpillés et à moitié oubliés pendant 3 ans. Le nom qu'il portait n'était pas celui que Ranata avait annoncé au début du dîner. Quand je l'avais connu, brièvement, douloureusement, il portait un tout autre nom. Et il s'était infiltré dans ma vie avec la même prudence, le même charme calculé qu'il avait dû utiliser pour s'infiltrer dans la sienne. À l'époque, il m'avait convaincu de lui remettre près de 11 000 $ pour ce qu'il appelait un investissement garanti. De l'argent que je n'ai jamais revu, tout comme l'homme lui-même, qui avait disparu quelques semaines après avoir encaissé mon chèque. J'ai tout raconté à Ranata, là, dans l'allée, pendant que ma mère se tenait sur le perron, les bras croisés, l'air plus agacé que réellement inquiet. Je lui ai expliqué comment il opérait, comment il repérait des femmes qui semblaient un peu seules, un peu avides d'être aimées, et comment il prenait ce dont il avait besoin avant de disparaître dans la prochaine version de lui-même. Le visage de Ranata s'est effondré à mesure que la vérité s'installait. Et pour la première fois depuis très longtemps, ma sœur s'est réellement excusée auprès de moi, là, dans cette allée, de ne pas m'avoir cru plus tôt, de ne même pas m'avoir demandé pourquoi j'étais si ébranlée ce Thanksgiving-là, 3 ans plus tôt, quand j'avais cessé du jour au lendemain de parler du petit ami que j'évoquais pourtant si souvent. Ma mère, elle, semblait bien plus préoccupée par le contrôle des dégâts que par le réconfort, marmonnant que personne n'aurait pu savoir, avant de changer rapidement de sujet pour aller aider à débarrasser la table des desserts. J'ai compris à ce moment-là que certaines choses, dans cette famille, n'allaient pas changer simplement parce qu'un escroc venait de se faire démasquer en plein repas. Mais autre chose, lui, était sur le point de tout changer. Et cela a commencé par un appel téléphonique auquel je ne m'attendais absolument pas. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel d'un avocat du nom de Whitfield Grant, qui s'est présenté comme l'exécuteur testamentaire de mon grand-père. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un appel de routine concernant les frais des funérailles, ou peut-être le partage d'un petit souvenir entre les petits-enfants, ses vieilles cannes à pêche ou la montre qu'il portait toujours. Au lieu de cela, il m'a demandé si je pouvais passer à son bureau cet après-midi-là, seule, sans ma mère ni ma sœur. Quelque chose dans le ton de sa voix m'a noué l'estomac pendant tout le trajet. 1 heure plus tard, assise face à son bureau, encore perplexe, il a fait glisser vers moi un épais dossier et m'a expliqué que mon grand-père avait discrètement modifié son testament 4 mois avant sa mort, en travaillant directement avec son cabinet, sans en parler à presque personne dans la famille. Il m'a annoncé, en observant attentivement mon visage comme s'il s'attendait à me voir pleurer ou protester, que mon grand-père m'avait désigné, moi et moi seule, comme unique héritière de l'ensemble de sa succession, y compris la maison du nord de l'État, ses comptes de placement, et une entreprise de fabrication dont la valeur dépassait largement ce que quiconque dans ma famille avait jamais laissé entendre. Ma mère, il s'est avéré, était au courant depuis des mois et ne m'en avait absolument rien dit, préférant me traiter comme un fardeau, tout en espérant secrètement que le testament serait contesté ou modifié avant que la vérité n'éclate. Whitfield m'a expliqué qu'elle était en réalité venue à son bureau à 2 reprises ces derniers mois, posant des questions insistantes pour savoir si le testament pouvait encore être modifié, s'il existait un moyen légal de répartir les choses autrement entre ses filles. Les 2 fois, il lui avait répondu clairement que les volontés de mon grand-père avaient été rédigées avec précision, dûment attestées, et qu'elles ne changeraient pas. En entendant cela, assise dans ce bureau silencieux, le dossier ouvert devant moi, j'ai enfin compris pourquoi ma mère me regardait différemment depuis 8 mois, pourquoi chaque interaction avait cette impression sourde de ressentiment pour quelque chose que je ne savais même pas être en train de se produire. Assise dans ce bureau, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Un étrange mélange de chagrin et de justification pour lequel je n'avais pas encore de mots.
Mon grand-père me disait, quand j'étais enfant, que la loyauté valait plus que le sang. Et maintenant, je comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Il m'avait observé discrètement pendant des années, remarquant qui venait réellement le voir à l'hôpital, qui l'appelait juste pour parler, et qui ne se montrait que pour ce qu'il pouvait offrir. Il en avait vu assez, et il avait pris sa décision bien avant même de tomber malade. Je suis rentrée chez moi ce soir-là, le dossier posé sur le siège passager, et j'ai repensé à cette chaise pliante dans le garage, à la boîte à outils, à cette fourchette tombée dans une assiette quelques jours à peine auparavant, et j'ai réalisé que l'univers a parfois un sens du timing étrange, livrant justice et vérité le même jour férié, à la même table, presque à la même heure. Ma mère avait passé 8 mois à essayer de me maintenir petite, de me garder dans le garage, au sens propre comme au figuré, sans jamais imaginer que la chose même qu'elle me cachait finirait par redéfinir le reste de nos 2 vies. L'entreprise de fabrication allait bientôt avoir besoin d'une nouvelle direction, et Whitfield avait déjà laissé entendre que mon grand-père avait laissé des notes détaillées sur la façon exacte dont il espérait me voir la diriger.